c'est un pays dont les traditions démocratiques sont extrêmement faibles. Erdogan est l'expression de cette victoire politique de gens qui se sont considérés pendant des décennies comme des opprimés. Je crois que fondamentalement, qu'Erdogan est un nationaliste turc. Poutine n'est pas un allié d'Erdogan, Poutine est un partenaire d'Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Pour faire un peu d'histoire, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ce qui était alors l'Empire ottoman a raté sa démocratisation. Il y a eu 2 épisodes, un à la fin du 19e, l'autre au début du 20e avec ce qu'on appelait la révolution des jeunes Turcs, et ce qui aurait pu déboucher sur une démocratisation n'a pas eu lieu. Ensuite, il y a eu le pouvoir kémaliste, le pouvoir d'Atatürk, de Mustafa Kemal. C'était un régime de parti unique. Jusqu'en 1945, il n'y a qu'un seul parti en Turquie. Et la démocratie arrive en Turquie en réalité qu'à partir de 1945 et encore d'une manière très fragile, puisque de 1960 à aujourd'hui, d'une certaine manière, la Turquie a été marquée par 3 coups d'État militaires, un quasi-coup d'État militaire à la fin des années 90, qui renvoie le pouvoir quand même, et une tentative de coup d'État militaire en 2016. Donc on voit bien que ce n'est pas une démocratie qui fonctionne depuis très longtemps avec une profondeur de leur racinement de partis qui ont l'habitude du débat, de l'élection, pas du tout. La réponse est nuancée. Lorsque Erdogan arrive au pouvoir, d'une certaine manière, il démocratise son pays parce que, alors que l'armée avait toujours un pouvoir autoproclamé dans le pays depuis des décennies, il va empêcher ça et permettre au suffrage universel de s'exprimer et aux élus du peuple de gouverner sans la menace permanente de l'armée. On a l'habitude de parler de régime autoritaire, de démocrature ou je ne sais quoi. Ça entraîne beaucoup de confusion d'esprit. La Turquie n'est certainement pas une démocratie parfaite, n'est certainement pas un État où les libertés fondamentales sont totalement garanties, c'est l'évidence même. Néanmoins, nous ne sommes ni en Chine ni en Russie. Les 2 principales villes du pays, à savoir Istanbul, 15 millions d'habitants, et Ankara, 5 millions d'habitants, sont gouvernés par des maires élus, membres de l'opposition. Ce n'est ni le cas de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et encore moins le cas de Shanghai ou de Pékin, où l'idée même d'un candidat d'opposition relève de la science-fiction. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées, mais si Erdogan perd les élections, je pense qu'il perdra le pouvoir. Les Turcs se considèrent volontiers comme plus proches des Européens qu'ils ne le sont de leurs voisins arabes, perses ou autres. Et puis, l'Union européenne, l'Europe, est un partenaire commercial extrêmement important. La Turquie fait un peu moins de la moitié de son commerce, 40 et quelques % de son commerce avec l'Union européenne. Donc, c'est un partenaire absolument essentiel. Par ailleurs, il y a en Europe de fortes minorités turques, d'origine turque, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France. Donc, il y a des liens personnels, physiques, de longue date, des échanges avec l'Europe. Donc il y a une attraction comme ça forte. Après, Erdogan fait de la politique. Et en politique, il souffle le chaud et le froid en permanence. Il a des postures agressives, puis il revient et au contraire, il dit qu'il est prêt à discuter. Voilà. Mais fondamentalement, il y avait un projet turc depuis les années 50 qui était de rejoindre l'Europe. D'abord l'Alliance Atlantique, l'OTAN, et puis l'Union européenne, la Communauté européenne, puis l'Union européenne. C'était un projet stratégique pour la Turquie de s'amarrer à l'Europe. Les Européens
ont fermé la porte à la Turquie, ça c'est la réalité, pour de multiples raisons, la principale à mes yeux étant que, en réalité, les Européens ne voulaient pas intégrer un pays de 80 millions d'habitants musulmans, c'est le non-dit, mais c'est pourtant, je pense, la réalité. Et donc, effectivement, la Turquie est dans une sorte d'impasse, puisque son projet stratégique qui était de rejoindre l'Europe est fermé aujourd'hui. Elle doit donc se recentrer plutôt sur sa région orientale, moyenne-orientale, caucasienne, Asie centrale, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec beaucoup de tensions. On le voit effectivement aujourd'hui beaucoup en Afrique. Par exemple, la compagnie Turkish Airlines, c'est une des compagnies africaines qui dessert le plus et le mieux l'Afrique, qui sont notamment présents d'une manière extrêmement forte en Somalie. L'aéroport de Mogadiscio, l'armée de ce pays est quasiment entre les mains de la Turquie. Ça choque un peu certains Français, mais on se demande bien pourquoi, parce que il est légitime que des grands pays aient de l'influence un peu partout dans le monde. Personne n'est surpris de voir des entreprises françaises travailler en Afrique. Pourquoi n'en irait-il pas de même avec des entreprises turques ? Après, il y a sans doute une dimension, petite dimension, je crois, religieuse. Toute la moitié nord de l'Afrique est musulmane. La Turquie est un pays musulman. Erdogan vient d'un parti de sensibilité islamiste. Je crois que ce qu'on constate avec la présence turque en Afrique, c'est simplement le fait que l'Occident a perdu le monopole de la puissance dans le monde. Là où on ne voyait que les Français, les Belges, les Américains, les Anglais ou quelques autres, eh bien maintenant on voit des Chinois, des Russes, des Turcs, des Israéliens. Effectivement, on voit une dynamique militaire et politique et diplomatique assez forte. Sa situation économique n'est pas très bonne. Sa situation militaire, elle, semble assez favorable. On voit une armée efficace qui utilise une technologie nationale, une industrie nationale, notamment, on l'a vu sur tous ces théâtres d'opération, des drones de fabrication turque qui manifestement font la différence. Mais il y a aussi des moyens militaires en termes de guerre électronique qui sont non négligeables. On va voir ça se développer dans les années qui viennent. La Turquie a des coopérations assez étroites en termes de technologie militaire avec, par exemple, la Corée du Sud, avec l'Ukraine, peut-être demain avec le Royaume-Uni. Donc on voit des choses se mettre en place et effectivement une puissance militaire prendre quand même aujourd'hui beaucoup d'importance et être une carte que le président Erdogan joue assez facilement. Donc on voit effectivement une situation nouvelle. La Turquie devient un acteur. Jusqu'où peut-elle aller ? Pour l'instant, on a l'impression quand même qu'à chaque fois, que ce soit en Syrie, en Libye ou au Karabakh, elle prend une position de force qui est d'abord une position de négociation, et notamment de négociation avec la Russie. Et que dans ces trois cas, ça marche plutôt bien. Donc c'est un jeu compliqué, c'est pas la guerre à l'occidental, c'est-à-dire une guerre qui vise à détruire ses ennemis. Il n'y a pas de recherche d'une victoire totale. Il y a la prise de gage. Et à partir de cette prise de gage, il y a discussion, négociation. On est dans quelque chose de plus traditionnel qui nous semble moderne aujourd'hui. Il faut bien comprendre d'où vient la Turquie. Pendant des décennies, le pouvoir kémaliste, c'est-à-dire le pouvoir qui s'est installé à la chute de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, a été un pouvoir extrêmement laïque au sens de la religion contrôlée et d'une certaine manière la religion interdite. Les hommes ne pouvaient pas porter le chapeau traditionnel, le fez, c'était interdit. Les femmes ne pouvaient pas se voiler, en tout cas si elles se voilaient, elles n'avaient pas accès à l'université. L'alphabet a changé en Turquie à l'époque kémaliste. On a cessé d'écrire le turc avec des caractères arabes, c'est-à-dire avec les caractères du Coran, pour les écrire en alphabet latin. Donc il y a eu une forte tentative de laïcisation autoritaire de la société. Face à cela,
La société turque est une société traditionnelle, musulmane, et s'est organisée politiquement et, jusqu'à la fin du XXe siècle, a réussi à conquérir le pouvoir dans les urnes. Et évidemment, Erdogan est l'expression de cette victoire politique de gens qui se sont considérés pendant des décennies comme des opprimés. On disait qu'il y avait deux Turquies, les Turcs blancs, c'est-à-dire l'élite laïque, moderne, occidentalisée, pro-européenne, et les Turcs noirs, cette population venue des campagnes ou d'une bourgeoisie pieuse qui n'était pas moderne, qui était traditionnelle. Ce sont ces Turcs noirs, comme on les appelait, qui ont gagné politiquement, et Erdogan est le symbole de cette victoire à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ça, c'est le fond du tableau qu'il ne faut jamais perdre de vue. Après, effectivement, le pouvoir de l'AKP est proche des frères musulmans et a utilisé au moment des révolutions arabes, au début des années 2010, ce levier d'influence. Ça n'a pas été un grand succès puisque dans la plupart des pays, et notamment dans le principal d'entre eux, l'Égypte, les frères musulmans ont été balayés du pouvoir. Donc, ils ont utilisé ce vecteur d'influence. Ils l'utilisent en Afrique, ils l'utilisent dans les Balkans, ils l'utilisent au Maghreb. Est-ce que ça marche très fort ? Il faut être prudent dans la conclusion. On voit que le parti d'Erdogan, l'AKP, s'est divisé aujourd'hui. Une partie, les plus modérés, l'ont quitté, critiquant ses dérives autoritaires. Et puis surtout, le coup d'État de 2016 a été entrepris vraisemblablement par un autre groupe islamiste qui s'appelait les Gülenistes, qui sont plus pro-occidentaux, on va dire, qui étaient très influents, notamment en Afrique, avec des écoles, des réseaux culturels. Et ça, ce sont aujourd'hui les ennemis jurés d'Erdogan. Erdogan les considère comme une organisation terroriste. Donc on voit bien que la grande mouvance islamiste turque est divisée aujourd'hui. Ce qui fait que Erdogan est obligé de s'appuyer sur d'autres courants politiques pour gouverner, et notamment il s'appuie sur l'extrême droite nationaliste, qui est plus nationaliste que religieuse, même si elle est religieuse. Est-ce qu'il utilise l'islam pour son influence? À l'évidence. Est-ce qu'il en a le monopole? Absolument pas, parce qu'il y a d'autres puissances qui utilisent l'islam comme source d'influence. Donc une réponse nuancée. Je pense que quand on écrira l'histoire de la Turquie entre 1920 et 2020, il y aura deux grands personnages dans cette histoire. Ce sera Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque sur les ruines de l'Empire ottoman, et Recep Tayyip Erdogan, qui restera de toute façon dans l'histoire comme un grand dirigeant de la Turquie, un peu comme Vladimir Poutine restera dans l'histoire de la Russie, quelle que soit l'issue de son pouvoir actuel. Je crois que fondamentalement, qu'Erdogan est un nationaliste turc, comme d'ailleurs la majorité des Turcs. Il utilise l'islam pour le rayonnement de son pays, pour la grandeur de la Turquie, pour le rétablissement de ce qu'il considère comme une injustice historique, c'est-à-dire la marginalisation de son pays sur la scène mondiale. Ils utilisent ça, mais c'est un nationaliste.